Ça c'est moi en 2000, et ça c'est moi en 2010, mais bref. Quand j'étais petit, on peut dire que j'avais des traits beaucoup plus asiatiques. En grandissant, ces traits se sont estompés. Certains diront que je suis toujours aussi typé, mais je pense que davantage de personnes me diront le contraire. En effet, pour ceux qui savent pas, ma mère est japonaise et mon père est français, ce qui fait de moi par définition un métis. Et si en France ça arrive qu'on voit mon côté asiatique du premier coup d'œil, en revanche, au Japon, jamais, mais alors jamais on me prend pour un japonais. Pour moi qui ai vécu majoritairement en dehors du Japon, ce n'est pas un problème. Mais pour les métis qui sont nés au Japon, qui vivent au Japon et qui ne connaissent que la culture japonaise, c'est une autre paire de manches. Pour résumer ça en une phrase, au Japon, les métis ne sont pas assez japonais aux yeux des japonais. As-tu déjà subi des discriminations à l'égard de ton métissage? Oui. Est-ce qu'on t'a déjà répondu en anglais quand tu parles en japonais au Japon? Clairement c'est un cliché, mais plutôt oui. Est-ce que tu parles couramment le japonais? J'espère. Enfin, en vrai, couramment à peu près, mais les kanji c'est dur. Est-ce que tu lis couramment le japonais? Pas du tout. Est-ce que tu te considères comme japonais? À la fois, si je réponds oui, je trouve que c'est un peu une imposture, et si je réponds non, c'est bizarre aussi. Donc vraiment la question la plus difficile. Merci. ce genre de questions et de formats, c'est un grand classique du YouTube Japon anglophone. Il y a vraiment, sans exagérer, une grosse vidéo tous les 6 mois qui sort sur les hafu au Japon. Comparé à ça, en France, il n'y a pas grand chose, et ce qui ressort en premier, eh bien c'est la vidéo que j'ai faite il y a 7 ans. Les micro-trottoirs, c'est très sympa pour voir les différents types de profils de métis au Japon. Et vraiment, je pense que vous sous-estimez vraiment les nationalités qu'on peut avoir. Italien, marocain, russe, indien, camerounais, nigérien. Et ce qui en ressort en fait, au-delà de la diversité des nationalités, c'est vraiment la diversité des réponses aux questions. En effet, mettez-vous bien ça dans le crâne, les réponses que je vous ai données, elles ne sont absolument pas universelles. Déjà entre un métis japonais qui a grandi au Japon, pas grandi au Japon, que la partie japonaise ça soit le père ou la mère, ou encore qu'il parle la langue ou non, il va y avoir des réponses excessivement différentes. Hi, I'm Mary. Par exemple, cette femme dans cette interview, elle s'appelle Mary. Elle est moitié japonaise, moitié nigérienne, et à votre avis, elle se sent plus japonaise ou plus nigérienne? Eh bien, la bonne réponse, c'est japonaise. Elle n'est même jamais allée au Nigeria, et son père nigérien ne parle que japonais avec elle. Et elle explique qu'elle se fait souvent draguer par des hommes qui sont américains ou africains, alors que son style d'homme à elle, c'est les japonais 100%. Mais bien sûr, le profil totalement inverse existe. I was born and raised in the Philippines, and now I live in Tokyo. Elle, par exemple, elle se sent à 0% japonaise. Elle est, selon elle, philippine jusqu'au bout des doigts. Mais vous savez, c'est quoi le plus intéressant généralement dans le métissage? C'est la cuisine. J'ai rencontré des métis qui n'avaient plus la langue, qui ne savaient pas parler le japonais et qui pourtant cuisinaient toujours japonais, mais vraiment de manière très tradie parce que leur mère leur avait inculqué ça. C'est souvent présent chez les Japonais qui sont partis vivre au Brésil et je trouve ça fou en fait que la cuisine soit plus fort qu'une langue. Bon là je prépare juste un apéro avec des melons et des pizzas nanes, mais vous avez l'idée. Ces recettes elles viennent de HelloFresh que je consomme personnellement sur les repas du midi. En fait c'est efficace, tu vois directement sur le site les recettes avec le temps de préparation, le nombre de calories et aussi le nombre de protéines. Ça arrive chaque semaine dans une box comme celle-ci et en fait c'est un peu un cadeau que tu reçois toutes les semaines finalement. Et justement je voulais en parler parce qu'en ce moment ils font des kits apéro de l'été là où il y a un melon, du jambon, des tomates, de la mozza, franchement quel bonheur pour le soir ça! Bon pour l'apéro j'avoue t'as pas trop besoin, mais si jamais tu sens que t'es un peu douteux en cuisine, derrière t'as toujours les recettes qui sont décrites, alors là forcément c'est que découpé, mais t'as bien les recettes qui sont décrites pour que tout le monde puisse cuisiner. Mais le vrai plus c'est qu'en ce moment il y a une surprise à chaque commande. En fait en ce moment chaque semaine tu peux choisir un produit offert comme par exemple un petit déj, un apéro, un dessert ou même encore un fromage. À côté de ça ta première box elle est à moins de 3 € par portion. Franchement c'est voilà, tout va bien. Mais bien sûr tout ça c'est disponible uniquement avec le code promo que j'ai en description qui est le code promo Louis-San Surprise. Oui, j'aime bien, je suis une surprise. Attention, c'est que dispo jusqu'au 20 octobre 2025, donc faut pas traîner, lien dans la description. Ou encore avec le QR code juste ici. C'est pas un secret, la population japonaise est extrêmement homogène. La politique d'immigration y est ultra stricte, c'est un archipel, et ça c'est sans mentionner l'histoire du pays entre sakoku, donc isolation du pays, et discrimination raciale envers les étrangers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a seulement 3% d'étrangers au Japon. Mais ça s'arrête même pas là, parce que les 5 premières nationalités résidentes au Japon, ce sont toutes des nationalités asiatiques. Chine, 23,2%, Vietnam, 16,8%, Corée du Sud, 10,9%, Philippines, 8,3%, et Népal, 3%. Dites-vous que la première nationalité non asiatique au Japon, eh bien ce sont les Brésiliens. Et même ça, en vérité, c'est pas totalement correct parce que vu l'histoire du Japon avec le Brésil où les Japonais sont partis vivre au Brésil et après ils sont revenus mais ils ont pas été acceptés, eh bien il se peut qu'il y ait une part non négligeable de ces Brésiliens qui soient en vérité japonais ou alors qu'ils aient du sang vraiment à 100% japonais. C'est juste qu'ils n'ont jamais vécu au Japon et qu'ils sont restés au Brésil. Donc la vraie première nationalité étrangère au Japon non asiatique,
asiatiques, ce sont les Américains. Il y a 66 000 immigrés américains qui vivent au Japon, sauf que parmi eux, il y a 54 000 soldats américains qui vivent dans des bases américaines situées sur le territoire japonais. Et comme ils vivent la majeure partie du temps uniquement dans leur base militaire, ils sont pas vraiment mélangés avec le reste de la population. Donc la vraie première nationalité étrangère non asiatique au Japon, ce sont les Péruviens. Le Pérou. Mais même ça, en vérité, non, je plaisante. Ok, là j'ai plus d'arguments, Pour vous donner une idée, les Français immigrés au Japon, ils sont au nombre de 16 215. 21e au classement. Vous comprenez à quel point vraiment les Français qui vivent au Japon, c'est une goutte d'eau. Bref, tout ça pour dire qu'au Japon, tu croises forcément des Japonais qui ont une tête asiatique. Donc voir un Japonais noir ou un Japonais blond, c'est même pas rare, c'est cataclystiquement rare. Et même pour moi, même si je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais si, ça se voit que t'es asiatique, ça donne lieu à des situations assez cocasses. Par exemple, à l'aéroport, je suis obligé de montrer mon passeport japonais de très loin. Si je ne montre pas mon passeport, qu'est-ce qui se passe? La personne est comme ça. Va par là, pourquoi tu vas pas par là-bas? Et visiblement, cette aventure, je ne suis pas la seule à la vivre. Hello, foreign passport this way. Excuse me. Excuse me. Bombastic side eye. Imaginez 2 secondes le même scénario en France. En fait, c'est pas possible parce qu'en France, on part du principe que tout le monde est français. Et en France, j'ai l'impression que tout le monde a des doubles, des triples, des quadruples nationalités. Du coup, le mot métis, j'ai l'impression qu'on l'utilise pas tant que ça. Et justement, c'est là où je voulais vous amener l'appellation des choses. Le pouvoir des mots, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Comment on nomme quelque chose, ça trahit souvent les intentions qu'on veut y mettre derrière. Par exemple, en français, le mot métis vient du latin mixtitius, qui veut dire mélanger. Je trouve ça plutôt joli, logique et efficace parce que voilà, on comprend le côté mélange de nationalités. Mais au Japon, vous allez voir qu'on a un terme un peu plus révélateur, c'est hafu. C'est le terme le plus couramment utilisé aujourd'hui pour désigner les métis au Japon. Ça vient de l'anglais half, donc moitié. Et cette appellation nous apprend 2 choses. La première, c'est que les métis japonais sont vus comme une moitié de japonais, donc c'est plutôt négatif ou au mieux neutre. Et la seconde, c'est que comme ce mot vient de l'anglais, eh bien ça veut dire que le terme hafu, il est assez récent. C'est en 1930 qu'on voit pour la première fois le mot hafu dans la littérature japonaise. C'est dans l'œuvre Machi no Kokusai Mune de Touma Kitabayashi. Et justement, c'est très intéressant parce qu'il apparaît en furigana. Alors, je vais vous faire un petit cours express de langue japonaise parce que c'est très intéressant, vous allez voir. En japonais, on a les hiragana, les katakana et les kanji. Les 2 premiers, ce sont chacun des syllabaires. Donc tu as les écritures, par exemple, des sons ka, te, ru, que tu peux écrire soit en hiragana, ka, te, ru, soit en katakana, ka, te, ru. Mais le 3e, les kanji, eh bien c'est un peu plus compliqué, ce sont les caractères chinois. Ka, te, ru en japonais, si c'est écrit comme ceci, eh bien on sait pas trop comment le prononcer. Mais si je l'écris comme ça, eh bien avec un kanji, on sait tout de suite de quoi je parle. Ka, te, ru, ça veut dire je peux gagner. Le truc, c'est que les kanji, il y en a énormément. On dit qu'il faut en maîtriser environ 2000 pour vraiment manier la langue japonaise et lire le journal. Mais le souci là-dedans, c'est que très souvent, les kanji ont plusieurs lectures. Par exemple, celui-ci, je pense que vous le connaissez tous. C'est le kanji du feu. Il se lit hi, mais en fonction du contexte, il peut se lire aussi ka, mais aussi ko, mais aussi bi, ou encore yaku. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi j'arrive à parler japonais de manière assez fluide, mais que pour l'écriture ou pour la lecture, c'est tout de suite plus compliqué. Mais je pense que maintenant vous allez me demander, mais Louis, pourquoi on n'écrit pas tout avec des hiragana et des katakana? Eh bien, on peut, totalement. Oui, on peut. C'est juste qu'en fait, c'est très moche et en plus, c'est un gros frein à la compréhension. Je vous donne un exemple assez classique. Ha 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 o hanasu. Là, je vous le dis, en lecture, un japonais, il ne comprend rien. Par contre, si on écrit ça, haha wa ha o hanasu, qui veut dire ma mère parle de ses dents, ou haha wa ha o hanasu. C'est totalement la même prononciation, mais avec un autre kanji, on peut comprendre ma mère lâche sa dent. Je vous le dis, si on n'avait pas les kanji, ce serait impossible de faire la distinction. Donc vraiment, les kanji, c'est un enfer, tu comprends pas. Mais heureusement, dans la langue japonaise, lorsque le texte est plutôt sympa, il y a ce qu'on appelle au-dessus des kanji, des furigana. Et là, vraiment, les furigana, pour tous ceux qui apprennent la langue japonaise, quand vous les voyez, vous êtes contents, vous les dites, hey, comment ça va bien les furigana, let's go, merci de m'aider, parce que sinon je comprendrais rien au texte. C'est simplement l'écriture phonétique des kanji qu'on met à côté ou en dessous des kanji, en petit. Ici, j'ai écrit Nihongo, qui veut dire langue japonaise, et c'est écrit en kanji, mais avec les furigana à côté, ça donne ceci. Et on en vient enfin à notre texte de 1930.
Dans ce texte, c'est écrit Hafu en katakana au-dessus de ces kanji. Sauf que ces kanji, vu que vous maîtrisez totalement la langue japonaise, vous allez me dire que mais c'est konketsuji, ça n'a rien à voir avec Hafu. Konketsuji qui est en plus une appellation assez négative pour désigner les métis. Eh bien vous avez raison, effectivement ce sont bien les kanji de konketsuji, sauf que pour un effet de style, eh bien ici l'auteur a choisi de les lire Hafu. Et ça se fait assez souvent. Par exemple, Dragon Ball Super. Le Super, il est écrit en kanji, sauf qu'il n'y a aucun kanji qui se lit Super ou Super en japonais, mais on choisit ici de lire le kanji Cho, qui veut dire plus ou moins super. On doit le lire Super pour être plus stylé, plus cool. Donc voilà, en 1930, c'est la première fois on utilise le terme Hafu juste en furigana, au-dessus du gros bloc de la grosse appellation qu'on utilisait avant, c'est-à-dire konketsuji. Et cette expression qui veut dire enfant de sang mêlé, eh bien elle est bien plus représentative de comment étaient considérés les métis dans le Japon d'antan. Le peuple japonais est un mélange entre le peuple Yayoi et le peuple Jomon. Mais durant l'Antiquité, qui correspond à la période Yamato, les Japonais se confortent dans la croyance d'une lignée et d'un sang pur, celui du peuple Yamato. C'est pour ça que les mélanges avec les autres races, oui parce que c'était vraiment considéré comme des autres races, n'étaient pas bien vus. Et puis de toute façon, le Japon étant isolé géographiquement, les métissages, eh bien ils arrivent extrêmement rarement. Il faut attendre le XIIe siècle grâce au commerce pour avoir les premiers métissages notables. Et les enfants à cette époque-là sont désignés comme étant des ainoko. C'est un terme très connoté négativement, qui est très scientifique même pour désigner une sorte de forme hybride, une chimère. Néanmoins, la prononciation japonaise ainoko peut aussi se lire enfant de l'amour, et je préfère garder cette expression. Quoi qu'il en soit, les vrais premiers métissages japonais et non asiatiques, donc avec les occidentaux, ça commence à l'ère Meiji. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ère Meiji, c'est le début de l'industrialisation du pays et de son ouverture au monde. Pour faire simple, le commodore américain Matthew Perry est arrivé aux frontières du Japon et a dit « Ouvrez les frontières, sinon bombarde tout !» Et donc les Japonais ont ouvert les frontières. Et c'est à partir de là que des mélanges et les enfants métis entre japonais et occidentaux commencent à fleurir. Mais il y a toutefois une grosse particularité à ces enfants. Ils n'apparaissent que dans les hautes sphères sociales. Et oui, forcément, les Américains qui venaient étaient souvent assez fortunés, et donc du coup, vu que c'était uniquement les hautes classes sociales japonaises qui conversaient avec eux, le rapprochement, ça se faisait pas avec la gueuse du coin. Et à cette époque, pour les enfants métis, même si bon, les brimades à l'école, ça commence un petit peu, eh bien, il y a des fervents défenseurs du métissage. Comme par exemple Fukuzawa Yukichi, et c'est pas n'importe qui, c'est le monsieur qui est sur les anciens billets de 10 000 yens. Mais ça, c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a perdu et le pays est mis sous tutelle américaine. Des soldats américains sont placés un peu partout au Japon et 5 000 à 10 000 enfants métis américains naissent. Et pour eux, ils ne vont absolument pas vivre la même histoire que leurs grands frères ou grandes sœurs de l'ère Meiji. Je répète, ces enfants sont nés de mères japonaises et de pères soldats américains. Et personne ne veut d'eux. En effet, du côté du père, les soldats n'assument absolument pas la liaison avec la femme japonaise, et ça encore moins lorsqu'il est déjà marié à une femme qui les attend au pays. Du côté de la mère, c'est encore pire, c'est le déshonneur absolu dans la famille. Déjà, la plupart étaient des enfants hors mariage, mais même si mariage il y avait, avoir une descendance liée à celle de l'ennemi qui a fait plier le Japon était inconcevable. Alors comme personne ne voulait de ces enfants, eh bien, il y avait des accidents. À Negishi, le cimetière des étrangers de Yokohama, il y a un carré où près de 800 enfants Hafu sont enterrés. Selon l'article de Zoom Japon, il y a toujours un monument, mais l'explication en japonais et en anglais a été effacée. Pour une note plus claire, à cette période, heureusement, il y a des foyers qui ont été ouverts pour soutenir ces mères célibataires, qui étaient en vérité encore très souvent des adolescentes. On note par exemple le foyer Elizabeth Sanders dans la ville de Oiso qui accueillait plus de 700 enfants amérindiens. Je le répète encore une fois, mais aucun de ces enfants n'était visité ou même soutenu par leur père américain. La plupart de ces enfants restaient au foyer, mais pour ceux qui allaient à l'école, c'était encore pire. L'harcèlement, l'ijime prenait des proportions gargantuesques. Pour les métis dont les parents étaient afro-américains, c'était même encore pire. À cause de leur peau plus sombre, on leur jetait de l'eau bouillante pour qu'ils blanchissent. Oui, on est encore très loin des considérations du 21e siècle. Mais dans cette situation, plutôt que de protéger les enfants métis et d'éduquer les autres enfants, eh bien le gouvernement, il a deux doigts d'encourager ça en fait.
En effet, à cette époque, il y avait des débats politiques autour de si ces enfants méritaient d'aller dans la même classe que les enfants japonais. Est-ce qu'il ne fallait pas simplement les séparer? Même si bien sûr l'idée de séparer c'était plutôt de laisser les enfants japonais à l'école et les enfants métis en dehors de l'école. Vous allez me dire mais d'où vient toute cette haine? Et bah en fait c'est assez logique. Ces enfants représentaient aux yeux des conservateurs une cristallisation de la défaite du Japon et l'existence même de ces enfants pour eux était humiliant pour le pays. Vous trouvez peut-être ça sombre? Eh bien dites-vous qu'il y a encore pire. C'est une part de l'histoire qui pour le coup n'est même pas mentionnée dans le Wikipédia sur l'histoire des Hafu au Japon, qui pourtant jusque-là était très complet. C'est l'histoire des Hanryū de deuxième génération. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a abandonné des Japonais dans les anciens territoires colonisés, comme par exemple en Mandchourie. C'est un territoire au nord de l'actuelle Corée, et ces Japonais oubliés, on les appelle les Hanryū. Là-bas, finalement, ils se sont adaptés, ils se sont mariés et ont eu des enfants. Et ces enfants, ce sont eux les Hanryū de deuxième génération. Sauf que 40 ans après la fin de la guerre, donc vers le milieu des années 80, le Japon d'un coup, il se rappelle de ces Hanryū, et il décide tout simplement de tous les rapatrier au Japon. Le travail d'adaptation est colossal, les familles et les enfants doivent s'adapter et la plupart de ces enfants ne parlent même pas japonais. Encore une fois, les enfants sont envoyés à l'école, mais ils sont lourdement harcelés. Je rappelle qu'ils étaient harcelés du coup dans les années 60, mais même dans les années 80, ils sont toujours harcelés. Il y a des témoignages qui datent de l'an 1988, donc c'est pas très longtemps avant que je naisse, c'est 8 ans avant que je naisse. Les enfants étaient bien sûr harcelés à l'école, mais ça c'était quand les directeurs d'école ne les évinçaient pas carrément dès le départ. Et c'est toutes ces brimades, tout ce harcèlement qu'il y a eu dans les écoles, mais aussi bien sûr de la part des parents, parce que les enfants ne sont que le reflet des comportements des parents. À force de harcèlement, ces personnes-là se sont regroupées en communautés, en clans, et d'ailleurs un de ces clans est devenu le clan Hangure, donc non Yakuza, le plus puissant actuellement au Japon. Il s'appelle Chinese Dragon et il a pour devise « Transformez votre colère envers les Japonais en pouvoir afin de les renverser pour obtenir vos propres droits ». Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de Hanryū de deuxième génération et de Chinese Dragon, eh bien je vous propose cette vidéo que j'ai faite il y a quelques années qui retrace vraiment tout leur parcours. Mais malgré tout ça, heureusement pour les Hafu japonais occidentaux, l'espoir va renaître. Les Golden Cups. Ça se passe à la fin des années 60 et c'est le premier groupe J-Rock qui va populariser le terme et la présence des Hafu sur la scène japonaise. Les 5 garçons sont tous originaires de Yokohama, mais tous métis. Dave, Eddie, Mamoru, Kenneth et Louis. Bon, c'est que des noms de scène, mais ils vont vendre pas mal de CD et ouvrir les portes des maisons de disques aux Hafu. Et surtout, il y a un mec à l'époque qui s'est dit « Attends, ça fonctionne pour 5 mecs, ça devrait fonctionner avec 5 les Golden Hafu. Ouais, clairement, ils se sont pas foulés pour le nom. Alors, c'est pas un buzz national ou quoi, mais comme c'est un groupe qui a été créé pour la télévision japonaise, le groupe passait fréquemment sur des plateaux et des publicités, ce qui a habitué le public japonais à voir des métisses japonaises sous un bon angle. Et comme c'est pas du rock mais de la pop, eh bien ça passe mieux auprès de la ménagère, ça passe aussi mieux auprès des jeunes filles qui s'identifient, et ça passe mieux auprès des jeunes garçons, mais ça pour le coup on s'inquiétait pas trop pour eux. Mais il faut retenir que c'est vraiment là, à ce moment-là, donc au début des années 70, où le virage il se produit. On passe de l'antipathie à l'admiration pour ces figures Hafu. Et bien sûr, je vais quand même vous présenter les membres de Golden Hafu. Eva, qui est moitié espagnole, Maria, qui est moitié américaine, dont le père est un agent du FBI, ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire, mais je voulais quand même le caler. Luna, moitié allemande, qui va également faire des films X, et enfin Yumi, qui est moitié italienne. Bon, pour le coup, il y avait une 5e membre, mais elle a dégagé assez rapidement. C'est donc avec ces 4 membres que le groupe va atteindre son apogée. Et c'est comme ça que je découvre que le terme Hafu, que ça soit grâce ou à cause des Golden Hafu, eh bien c'était dédié uniquement pour les filles. C'est-à-dire que les garçons c'était toujours des Konketsuji, et les filles c'était des Hafu. Et puis progressivement on a appelé tout le monde des Hafu. Mais si vous voulez savoir le truc fou qui représente parfaitement le fait que la tendance à l'égard des Hafu est en train de s'inverser, et pas qu'un peu, c'est que parmi ces 4 membres, il y en a une qui a menti sur ses origines. Et oui, il y a un traître dans l'histoire. Allez, je vous laisse deviner qui c'est. En effet, il s'agit de Yumi, la leaduse. Oui, carrément. Elle disait avoir des origines italiennes, mais c'était du full mytho. Une fois son secret découvert, elle quittera le groupe au printemps 1973, ce qui laissera le groupe avec 3 membres seulement. Mais ce qui est encore plus golden, c'est que même dans le groupe Golden Cup, c'est-à-dire le groupe des garçons, eh bien le leader, c'était aussi un menteur. Il était complètement japonais. C'est là où tu te rends compte que les gens sont prêts à mentir pour dire qu'on est Hafu, donc vraiment la tendance, elle est complètement inversée. Surtout que ce ne seront pas les 2 seuls cas où ils vont mentir, et il y en aura d'autres qui vont pas mentir, mais qui vont juste utiliser des noms à consonance Hafu pour laisser planer le doute.
Maintenant, on comprend que le mouvement Hafu dans les années 70, c'est vraiment l'explosion. Mais pourquoi ? À cette période, le Japon devient curieux sur ce qui se fait à l'étranger. Ça veut pas dire qu'il se renseigne sur les tendances socio-économiques à l'étranger, non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il consomme du soft power étranger, et particulièrement celui des Américains. On va vraiment voir l'homme blanc et surtout la femme blanche comme un idéal à atteindre, un idéal d'élégance. Et c'est d'ailleurs à partir de là que va naître ce qu'on appelle le Gaijin complexe. J'en ai déjà parlé, mais c'est un phénomène ambigu où à force de montrer l'étranger blanc comme étant un standard de beauté à atteindre pour les Japonais, et bien particulièrement les femmes complexes sur leur corps qui n'ont pas les mêmes proportions ou caractéristiques. Typiquement, ça explique même encore aujourd'hui le nombre de chirurgies colossales pour se faire débrider les yeux, ou encore la classique obsession de la peau blanche, même si pour le coup ça s'explique aussi par des trucs plus historiques. Mais justement, ce gaijin complexe, ça peut aussi être un frein à la vente. Utiliser un modèle ou une modèle dans une pub qui est un étranger, et bien même si c'est exotique, c'est prendre le risque de créer trop de distance entre le consommateur et la publicité. Donc pour rapprocher un petit peu, il faudrait une figure qui reste exotique et étrangère, mais qui soit un peu plus familière pour les Japonais. Et vous avez compris, la réponse à cette problématique, ce sont les Hafu. Becky, Naomi Watanabe, Lola, qui est d'ailleurs une énorme star sur Instagram avec 9 millions d'abonnés, ou encore Shiori Kutsuna, ce sont toutes des Hafu. Et c'est là où vous commencez à avoir un pattern, c'est qu'il n'y a aucun Hafu mec. Quoi qu'il en soit, la bulle Hafu va continuer de gonfler dans les années 80 et continuer encore de gonfler dans les années 90. L'engouement continue de grimper, on a même les Gaijin Hunters voilà, qui veulent avoir des enfants métis juste parce qu'ils sont beaux. Et c'est comme ça qu'on atteint l'apogée dans la fin des années 2000 avec ce qu'on pourrait qualifier de Hafu Mania. En 2009, 7-Eleven propose une ligne de cosmétiques appelée Parado, commercialisée pour aider les jeunes japonaises à reproduire le look Hafu. Encore une fois, on parle du côté Hafu américain ou européen, pas le côté Hafu asiatique. Le nombre de tutos, même encore aujourd'hui sur YouTube, est conséquent. Et c'est pas surprenant que les jeunes japonaises, elles veulent ressembler à des Hafu. C'est parce que dans les médias japonais, elles sont surreprésentées. Et vraiment, j'ai choisi mes mots, c'est surreprésentées. Il y a approximativement un bébé métis sur 49 au Japon, donc un peu plus de 2%, et pourtant parmi les modèles dans les fashion shows japonais, on estime qu'il y a entre 30 et 40% de modèles qui sont Hafu. La proportion, elle est clairement cassée. Et c'est vrai que si tu regardes un peu en boucle des compilations de pubs japonaises, tu vas avoir l'impression que 1 sur 2 ou 1 sur 3, il y a un étranger ou un Hafu. Et en fait, ce n'est pas qu'une impression. Selon une étude de Yamada Michiko, enseignante dans la préfecture d'Aichi, il y aurait dans les pubs japonaises 54% de blancs. Vous le sentez là, le gaijin complexe? Mais alors du coup, pour les Hafu, il est où le problème? Au début de cette vidéo, je vous ai posé la problématique suivante. Pourquoi les Japonais n'acceptent pas les métis? Mais déjà depuis les années 70, c'est groupes d'idoles, surreprésentation médiatique, obsession de la population pour les Hafu, les Japonaises qui veulent leur ressembler. Le Japon devrait être un paradis pour les métis. Et bien comme d'habitude, ce que vous voyez là, c'est que la pointe de la pique du cime de la partie émergée de l'iceberg. Déjà, première chose, bien qu'ils soient surreprésentés, ce n'est pas tous les Hafu qui font une carrière dans le mannequinat ou dans le modeling. Surtout que l'industrie, elle cherche de préférence des Hafu non asiatiques blanches. Et si on s'intéresse 2 secondes à comment elles sont représentées dans ces pubs, eh bien on comprend qu'elles ne sont pas représentées en tant que japonaises, ce sont juste des créatures boosteuses de vente. Selon cette étude de Zhang Jiai en juin 2024 qui a analysé plus de 700 publicités japonaises où on voit des Hafu, il y a 32% d'entre elles où elles ne parlent pas japonais. Alors ça veut quand même dire que dans 2 tiers des pubs elles parlent japonais, mais sachant que les japonais ils comprennent que le japonais, je trouve que c'est pas énorme en fait. Donc en fait cette surreprésentation, elle a qu'un impact très minime en fait sur l'acceptation des Hafu par la population japonaise. Oui, ils sont habitués à en voir, oui la Hafu elle est belle, elle est élégante, elle fait vendre, mais est-ce qu'elle est japonaise? Vous voyez cette pièce sur ma main, elle est soit pile, soit face. Et bien pour les japonais avec les individus, c'est exactement pareil. Soit t'es japonais, soit tu ne l'es pas. C'est pour ça que le terme Hafu aujourd'hui, même si la majorité est tranquille avec, ça veut quand même dire que t'es que moitié japonais. Tu n'es pas vraiment japonais. Et comme pour la pièce, c'est pas toi qui choisis si c'est pile ou face. Et bien pour les Hafu, c'est exactement pareil. Si un Hafu ressemble plus à un étranger, alors il sera considéré comme un étranger. C'est aussi simple, basique, factuel, cruel que ça. Prenons exemple sur ma personne, et comme je vous l'ai dit, aucun japonais ne me prend pour un japonais. Ça n'arrive jamais. Et si jamais je lui dis, si je suis japonais, il va faire une tête bizarre, il va dire... Ok,
Ok. Alors je pense que par politesse, il ne va pas poser de questions, mais clairement, il va pas accepter l'information. Et en plus, mon exemple, il est limité parce que même si je vis depuis quelques années partiellement au Japon, eh bien j'ai grandi totalement en France, je suis plus français et je cherche pas à me japoniser davantage. Alors que quand c'est ta seule culture et que cette dernière te rejette, ouah, c'est horrible. Mais alors, être traité comme un étranger dans son propre pays, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire les compliments sur votre visage, un pardon plus facile si jamais on fait des bêtises dans les coutumes japonaises, ou encore les compliments sur votre niveau de japonais, même si c'est votre langue maternelle. Mais c'est aussi des japonais qui te répondent avec un anglais bancal de fou, alors que tu leur as parlé en japonais mais qu'ils ont pas fait la connexion entre ton visage et le fait que tu parles japonais. ご注文の方お決まりですか？ Oh, sorry, I don't speak Japanese. 彼女は日本語がわかんないんですよ。今日のおすすめは何ですか？すいません、ちょっと英語わかんないんで。 Imaginez la même scène avec du français. Bon, les problèmes des étrangers au Japon, ça s'arrête pas là, et les deux plus gros, c'est ceux-là. Difficulté à trouver un travail. Parce que si jamais le job consiste à discuter avec des clients japonais, eh bien, il vaut mieux prendre quelqu'un de japonais. Ça, c'est le genre de réflexion qu'on peut voir encore dans pas mal de boîtes tradis japonaises. Et le deuxième, qui est pour le coup assez répandu, c'est la difficulté pour les étrangers à trouver un logement. Même avec la nationalité japonaise, rien n'empêche le propriétaire de bloquer la location aux étrangers et aux personnes qui ressemblent à des étrangers. Je ressors cette anecdote que Tev m'avait racontée, mais quand Tev a voulu louer, je crois, une maison, quelqu'un lui a dit c'est quoi le défaut des Français ? Parce que, voilà, les Indiens, ça pue quand ils cuisinent, vous, c'est quoi vous mangez bruyamment le soir ? C'est ouf. Donc maintenant, vous comprenez que pour beaucoup de Hafu, en tout cas ceux qui ne ressemblent pas à des Japonais, leur vision à eux est intimement liée à la vision que les Japonais ont des étrangers. Et il y a quelques années, j'aurais certainement tenu un discours du style « Oui, mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce que la nouvelle génération, elle est plus tolérante, elle comprend ce genre de problématiques, les choses s'améliorent, ça évolue. » Non, je vais vous dire la vérité, celle qui fait mal et celle qui s'affiche particulièrement au Japon en ce moment, c'est que la situation, elle empire. Gaijin fatigue. Tout à l'heure, je me suis arrêté autour des années 2010 pour parler du phénomène Hafu, et j'ai fait totalement exprès. Parce que depuis le Covid et la réouverture des frontières aux touristes, eh bien, ça a pas mal changé. Alors c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais de mon point de vue personnel, je pense que la Hafumania, elle est bien estompée, et la vision des étrangers, elle est quand même un peu écornée au Japon. Et pour les Japonais, il y a un mot pour résumer tout ça, c'est Sanseito. Normalement, ce nom devrait vous dire quelque chose. C'est un parti d'extrême droite au Japon qui s'est formé en 2020 durant le Covid. Et il y a 3 choses à savoir sur eux. La première, c'est qu'ils ont fait leur début sur les théories du complot autour des vaccins Covid pour aujourd'hui capitaliser sur les problèmes que causent les étrangers au Japon. La deuxième, c'est qu'ils communiquent principalement via les réseaux sociaux avec leur slogan Nipponjin First, ce qui rappelle forcément l'Amérique d'abord de Donald Trump aux USA. Et troisième point, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'ils font une énorme percée politique. Ils sont passés de 1 à 15 sièges dans la Chambre des conseillers au Japon, ce qui correspond à 6%. Alors 6%, ce n'est pas non plus énorme, Sanseito n'est même pas dans le top 5 des partis politiques du Japon. Mais en fait, c'est l'évolution qui est significative. De 1 à 15 sièges. C'est quand même multiplié par 15. Et surtout, ils ont une voix qui porte énormément en ce moment. Et la question fatalement maintenant, c'est de comprendre pourquoi ce parti fait une percée de fou en ce moment. Et bien sûr, il y a plein de raisons qui sont corrélées entre elles, mais je vous ai isolé 3 raisons significatives. La première, c'est que la nature a horreur du vide. Comme le Parti libéral-démocrate, le principal parti du Japon qui était bien à droite d'année en année, ils se sont resserrés du côté centre, ça a laissé une place vacante du côté extrême droite. Et hop, Sanseito s'est engouffré là-dedans. La seconde raison, c'est qu'ils ont le discours qu'il faut au moment où il le faut. Tacler les étrangers au Japon en politique, c'est pas nouveau, c'est même presque la base, j'ai envie de dire. Mais en ce moment, il y a le surtourisme, les mauvais comportements des étrangers, les mafias étrangères, les incivilités qui augmentent. Même si je tiens à rappeler que le fameux surtourisme, c'est surtout le Japon qui l'a voulu en faisant d'énormes campagnes dans ce sens-là. Et le problème, c'est surtout les infrastructures qui ne tiennent absolument pas le coup, typiquement comme à Kyoto, où la majorité des touristes, ce sont encore les Japonais. Ah, on le dit pas assez souvent ça. Mais malgré tout, beaucoup de Japonais sont dans ce qu'on appelle une gaijin fatigue. Ils sont habitués et fatigués de voir des touristes qui se comportent mal ou pas exactement comme il le faudrait. Les 3 points qui ressortent, c'est ils ne parlent pas japonais, ils sortent mal les poubelles, et enfin le dernier point, c'est ils font trop de bruit la nuit. Et là vous vous dites, attends mais il y a un problème. Là, on était sur les problèmes des touristes, et là on est sur les problèmes des gens qui se comportent mal, mais ça a l'air d'être des résidents. J'ai l'impression qu'on mélange en fait les mauvais comportements des touristes, comme par exemple les fameux streamers qui ont fait n'importe quoi, ou les touristes chinois voilà qui escaladent des châteaux. Bref, on mélange ça avec les résidents qui ont pas demandé grand chose, ou parfois qui font peut-être les choses un peu mal. On englobe tout ça en mode c'est mélangé. Et bah c'est exactement la volonté du parti Sanseito. Pour résumer un peu ce qu'ils pensent, c'est pour chaque étranger, un problème. Et ils corrèlent ça avec le fait qu'on voit de plus en plus d'étrangers. Et est-ce que ça c'est vrai? Eh bien,
totalement. La population en elle-même augmente, mais aussi la population japonaise, elle diminue. Ce qui fait que fatalement, la proportion, elle a tendance à bien monter, quoi. Et il faut pas plus que ce graphique pour faire paniquer les Japonais. Et la troisième raison de pourquoi Sanseito a autant de buzz, eh bien littéralement, c'est parce qu'ils ont du buzz sur les réseaux sociaux. Ils attirent les nouveaux électeurs en rendant virales des anomalies administratives à leurs yeux. Comme par exemple le fait que les étrangers peuvent librement acheter des terrains au Japon. Ce point-là, ça a fait énormément débat sur les réseaux sociaux japonais. Parce que c'est vrai que de notre point de vue d'étranger, c'est une aubaine, mais du point de vue des Japonais, ils se sentent dépossédés. Même si, on va quand même se l'avouer, les étrangers qui achètent des Akiya, qui sont des maisons abandonnées, de base, il y avait personne qui les voulait. Hein. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les bourses accordées aux étudiants étrangers, alors que les étudiants japonais ne peuvent pas accéder à ces universités. En gros, ils regroupent et font buzzer tout ce qui va dans le sens du « les étrangers sont privilégiés au Japon au détriment des Japonais ». Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment tout un tas d'autres points, voilà, comme par exemple le fait que les Chinois ils rachètent des buildings entiers pour le transformer en Airbnb et faire des magouilles, ou encore le fait que les étrangers arrivent au Japon, font des enfants, ne payent rien, mais quand même repartent comme ça en ayant piqué du pognon. Il y a plein d'histoires. Mais là où je voulais en venir, là où je veux attirer votre attention, c'est que dans la conscience collective, on imagine que, surtout au Japon, les électeurs d'un parti d'extrême droite comme Sanseito, eh bien, ce sont des personnes relativement âgées et un peu aigries. Ça n'a rien à voir. Et réfléchissez bien, c'est sous vos yeux depuis le début. Étudiants étrangers qui ont des bourses alors que l'économie japonaise dégringole. Communication massive sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des arguments qui touchent les jeunes, pas les vieux. Tous ceux qui n'ont pas encore un travail, tous ceux qui ont un travail qui est précaire, instable. On leur dit, voilà, ce sont les étrangers qui te volent ton travail. Ce sont les étrangers qui font que l'immobilier il explose au Japon et du coup tu n'as pas accès à la propriété. Tout ça, c'est pour les jeunes. Et pour mieux s'en rendre compte, le Asahi Shimbun a fait un sondage auprès des 18-29 ans sur leur avis autour du parti Sanseito. Et c'est un massif 71% qui déclarent apprécier la politique de ce parti. Est-ce que vous vous rendez compte du raz-de-marée que c'est? 71%, c'est un vrai mouvement, hein. Et surtout que contre toute attente, chez les plus de 70 ans, c'est la proportion exactement inverse. 29% qui approuvent la politique de ce parti. Donc maintenant, vous savez, la xénophobie, le racisme, la peur, on va dire, que les étrangers volent leur travail, volent leur logement, le fait qu'ils soient trop privilégiés au Japon à leurs yeux, ce ne sont pas les vieux, ce sont les jeunes. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est la Gen Z. 可能性が高いですよね。移民の人がいるから職を失ったりするっていう問題としてそれが上がってるっていうのはもちろん認知してますし。悪用というか制度の悪用とか、医療目的とか、子供を産みに来てお金払わないで帰っちゃうみたいなことが多いと思ってて。Première victime de ce raz-de-marée Sanseito chez les jeunes japonais, ce sont les enfants. Pas les enfants japono-japonais, non, les enfants Hafu, métis ou encore étrangers qui vivent au Japon. Des phrases, des moqueries à l'école japonaise, j'en ai moi-même vécu lorsque j'y allais pendant un mois chaque année. Mais l'Ijime au Japon, c'est un problème national, c'est vraiment très connu, ils n'arrivent pas à résoudre le problème de ce harcèlement scolaire. En revanche, les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui, ils sont terrifiant. En 2024, 2 chercheurs ont mené une enquête sur la proportion d'harcèlement à l'école pour les enfants d'origine mixte. Première question, combien d'enfants qui ont des origines mixtes au Japon ont déjà subi des micro-agressions? Réponse, 98%. Autant dire 100, autant dire tout le monde. Mais celle qui pour le coup, moi, me choque énormément, c'est la deuxième question. Combien d'enfants ont dit être cible de harcèlement scolaire à l'école, le Ijime? Réponse, 68%. Pour vous donner une idée, lorsqu'on fait le même sondage sur la totalité des enfants japonais, donc qui mélangent enfants japonais, hafu, étrangers, eh bien on tombe à 5,8%, soit 12 fois moins. Est-ce que vous vous rendez compte de la proportion? C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un enfant qui est hafu ou étranger à l'école au Japon, il a 12 fois plus de chances de se faire harceler. On parle pas de 2, 3, 4, non, 12 fois. Surtout que j'ai l'impression que l'Ijime, c'est un peu encore une fois qui tout double. En fait, si t'es hafu, mais que t'as un peu une grande gueule, que t'es, on va dire, européen, américain, ce qui est encore un peu stylé, là, tu vas être en mode du bon côté de la pièce, avec le côté où les gens t'admirent, les gens disent que t'es beau, machin, etc. Mais si tu tombes du mauvais côté de la pièce, comme par exemple les hafu qui sont asiatiques, mais là, c'est la catastrophe. Globalement, au Japon, faut que vous compreniez que le racisme envers les Chinois ou les Coréens, c'est décomplexé. Mais c'est vraiment, mais waouh, il n'y a pas de problème de dire ça. Souvenez-vous de la réponse du Yakuza quand je lui ai demandé comment, à votre avis, se comportent les touristes français. Est-ce que c'est bien ou pas? Les Français sont-ils des bons touristes au Japon? Je pense que par rapport aux Coréens ou aux Chinois, vous êtes bien mieux. Je vais dire oui alors. Et ça, forcément, ça se répercute parce qu'il y a Chinois, Coréens, mais il y a aussi les Philippins, les Taïwanais. Et Philippins, Taïwanais, il y a un peu une autre notion. Ce sont des destinations pour les Japonais pour faire du tourisme sexuel. Ce qui fait que les fils ou filles hafu japonais et philippins ou japonais et taïwanais, eh bien rapidement ça se transforme en ta mère est une. Ouais.
Pour moi, le plus effrayant dans tout ça, c'est que la majeure partie des Japonais ne sont même pas au courant des discriminations que peuvent subir les étrangers ou les rafeux. The Japan Reporter a fait une excellente vidéo où il demande justement l'avis de ces jeunes Japonais, et à la fin, il a juste donné des exemples de xénophobie ou de racisme que peuvent subir les étrangers au Japon, et vous allez voir, la réponse de ce jeune, elle est mais caractéristique. 今結構びっくりしましたね。日本人の人でも海外の人差別する人いるんだなって、割と差別される側の方かなと、でも意外とその海外の方したりするんだなってちょっと今驚きはありますね。はいはい。À titre personnel, je n'ai pas du tout l'impression de vivre cette aversion croissante envers les étrangers au Japon. Pas du tout. Je m'entends bien avec mon voisin. Non, pas lui, l'autre voisin, le bon voisin. Ses enfants, ils crient mon nom dans la rue lorsqu'ils me voient. Lisa! Je discute avec plein de commerçants du quartier, je communique, voilà, j'ai pas du tout de problème. Mais si jamais vous voulez un petit tip, c'est que vous voulez vraiment changer les choses, quand vous viendrez au Japon, préparez une boîte de gâteaux dans votre valise. Vraiment un truc simple, hein, genre des Princes de Lu, des Kinder, des granolas, quelque chose de basique français. Et lorsque vous aurez une rencontre sympa avec un japonais, pas juste à la caisse ou un truc comme ça, non, tu sais, un petit truc. Dans tous les voyages, il y a un petit truc comme ça avec un local qui se fait, qui se crée. Franchement, offrez-lui cette boîte de gâteaux. Je vous jure que c'est avec ce genre de petites attentions qu'on casse des préjugés. Parce que certainement que la majorité des électeurs du parti Sansei-to, ils n'ont jamais vécu de problème eux-mêmes avec des étrangers au Japon. Non, ils ont juste peur que ça leur arrive. Alors si dans la vie réelle, dans du concret, vous offrez une boîte de gâteaux comme ça, ils vont se dire « Oh, ça c'est un vrai acte, ça c'est du réel, c'est pas genre du discours de blabla de politicien. Ça a infiniment plus de poids dans ton esprit que juste une peur de l'étranger vague comme ça qui existe. » Comme quoi, encore une fois, le pouvoir de la nourriture, c'est important, c'est pour ça que vous avez mon code et le lien en description ou le QR code ici pour l'offre HelloFresh avec le produit offert, c'est juste là. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, sujet assez deep, ça faisait longtemps. N'oubliez pas pour soutenir de vous abonner et de lâcher un like. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.